Le 6 août 2024, l'armée ukrainienne lançait une offensive en territoire russe dans l'oblast de Koursk. Sauf que depuis quelques jours, les Russes progressent dans cette zone et pourraient bientôt récupérer l'ensemble de ce territoire. On va revenir sur les événements qui se déroulent en ce moment en carte dans ce saillant, mais aussi sur les autres fronts de ce conflit. Et pour ça, je suis avec Alexis Ferchak. Bonjour Alexis. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'invite les internautes bien sûr à nous poser leurs questions. On y répond comme d'habitude. Alexis, je le disais, l'histoire de ces derniers jours, elle se passe beaucoup, on entend beaucoup parler autour de Koursk. C'est cette zone en bleu qu'on voit ici. Je vais dézoomer d'ailleurs pour que nos internautes comprennent bien où c'est par rapport à l'Ukraine au front. On est ici et les choses bougent beaucoup en ce moment. J'ai envie de vous dire qu'elle se passe, oui, effectivement, à Koursk sur le plan militaire, mais elle se passe aussi en Arabie Saoudite. Oui. On en sur le après. plan diplomatique. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la concomitance de ces deux phénomènes, à la fois guerrier d'un côté et diplomatique de l'autre. Ça rappelle une chose qui est un des enjeux de ce début de négociation, c'est faut-il négocier alors que la guerre s'arrête de manière temporaire, ou faut-il négocier tout en faisant la guerre ? Et on voit très bien de ce point de vue-là que la base de la négociation proposée par les Américains et les Ukrainiens, c'est un cessez-le-feu temporaire de 30 jours, alors qu'on voit bien que les Russes sont assez gênés, et eux, ce qu'ils aimeraient, c'est négocier tout en faisant la guerre, dans la mesure où eux considèrent qu'ils ont l'avantage sur le terrain militaire, et donc eux n'ont aucun intérêt à négocier en suspendant les combats. Tout ça pour dire qu'effectivement, à Koursk, vous l'avez dit, c'était une offensive ukrainienne qui avait été lancée début du mois d'août et qui avait été éclair, lancée par l'armée ukrainienne, et ils avaient conquis jusqu'à 1200 km² dans cette région de Koursk avec une forte résonance historique. Où on en est aujourd'hui, eh bien, les troupes ukrainiennes ne tiennent plus que 3 à 4 villages et environ 80 km². C'était encore quasiment 400 km² il y a 1 à 2 semaines. Oui, alors donc les ordres de grandeur sont là, si vous voulez. C'est juste pour montrer aux internautes, je reviens dans le temps un peu avec cette carte de Deep State qui nous permet de revenir un peu dans le temps. Absolument. C'était comme ça il y a encore quelques jours, et là, finalement, en l'espace de peu de temps, tout ça a été grignoté par les Russes. Voilà. Donc, disons-le, c'est terminé le saillant ukrainien de Koursk. La question, c'est est-ce que les quelques dizaines de kilomètres carrés encore tenus par les Ukrainiens tiennent quelques heures, quelques jours, et puis il y aura la question après, que font les Russes ? Est-ce qu'ils s'arrêtent à la frontière ? Ou est-ce que, à la faveur d'un cessez-le-feu ou d'une autre option stratégique, ils décident d'avancer, soit de s'arrêter à la frontière, soit d'avancer dans l'oblast ukrainien qui est en face de celui de Koursk, qui s'appelle l'oblast de Soumy, et dans lequel ils avaient été en 2022 avant de s'en retirer, parce que on se souvient que la première opération russe en février, mars, avril 2022, elle avait atteint rapidement ce qu'on appelle un point culminant. Et ensuite, les Russes avaient dû se retirer de plein de zones, notamment Kiev, Kharkiv et Soumy, et ils s'étaient concentrés dans le Donbass. Oui, c'est toutes ces zones en vert qu'on voit sur la carte. Ce sont les zones qui étaient occupées par les Russes au tout début de 2022, ou en tout cas au début de l'invasion russe, il y a en gros 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est que là, d'ores et déjà, les Russes contrôlent 1 ou 2 microscopiques villages vraiment qui sont à la frontière de l'oblast de Soumy, mais qui sont du côté ukrainien, et on voit qu'ils sont à l'entrée dans les faubourgs d'une 3e localité un tout petit peu plus grande, Borivska, mais qui est à proximité de la route qui était la grande route, la R200 du côté russe, H07 du côté ukrainien, qui approvisionnait le saillant ukrainien de Soudja. Et juste pour revenir un peu en arrière, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous aviez ce saillant qui était relativement large, 1200 km², ça n'est pas rien. Mais en fait, il y avait une seule route d'approvisionnement, et
Ça n'a pas commencé samedi, parce que samedi, ce qu'on a vu, c'est le début de l'effondrement des lignes ukrainiennes. Mais depuis 3 semaines, même 4 semaines, on va dire à peu près mi-février, quand ils ont fait tomber un village qui s'appelle Sverdikovo, en fait, ils ont pris le saillant ukrainien en pince, et par les côtés, pas loin du long de la frontière, ils se sont approchés de cette route principale qui était le fil de vie des Ukrainiens. Alors, la première partie, c'est quand vous êtes à 10-15 km de la route, vous prenez le contrôle de la route par les feux de l'artillerie. Mais quand vous vous rapprochez à 5-6 km, puis ensuite 3 km, comme c'est le cas actuellement, là, c'est plus seulement l'artillerie, mais c'est aussi les tirs de mortier, et surtout, ce sont les petits drones FPV, ces drones vraiment pas grands, avec 4 pales quadricoptères, et qui emportent des grenades à charge creuse. Et ce sont ces drones qui existent par dizaines de milliers chaque jour sur la ligne de front, qui ont complètement changé la guerre en Ukraine. C'est peut-être l'armement le plus emblématique de cette guerre. Et une fois que la route est contrôlée par ces drones FPV, autant dire que l'approvisionnement logistique ukrainien devenait impossible ou se faisait à un prix exorbitant en termes d'usure des matériels. Et concrètement, on a des vidéos géolocalisées, mais là, pas ces derniers jours, ces dernières semaines, depuis 3 semaines, où on voyait le long de cette route des carcasses de blindés, de 4x4, de pick-up ukrainiens qui avaient tout simplement été tapés par des drones FPV russes. Je fais une toute petite aparté, c'est que les Ukrainiens, au départ, c'est les Ukrainiens qui étaient les meilleurs en drones FPV. Et par ailleurs, ils n'étaient pas mauvais en système de brouillage. C'est que quand vous brouillez la liaison du drone, l'opérateur de drone qui est situé à 5 km du drone perd le contact. Concrètement, sur son écran, il voit quelque chose de flou et il perd le contrôle de son drone qui n'est plus capable de frapper le groupe de fantassins ou le blindé, etc. Et les drones, les Russes ont introduit, il y a plusieurs mois maintenant, mais c'est de manière croissante, sur la ligne de front, un nouveau type de drone, qui sont des drones philo-guidés. Donc il y a un fil, la fibre optique, qui relie l'opérateur au drone. Et ces drones-là, comme ils sont philo-guidés, eh bien, ils ne peuvent pas être brouillés. Et donc, ça pose un énorme problème pour les défenses ukrainiennes, qui ne savent pas comment se prémunir face à cette nouvelle arme. Le résultat, c'est qu'en réalité, déjà il y a 3 semaines, on savait que ça en était fini avec le saillant ukrainien de Koursk. Mais on ne savait pas si les Ukrainiens, qui sont adeptes d'une défense ferme, c'est-à-dire que on ne recule pas, on n'essaye pas de céder du terrain pour gagner du temps. On reste, et tant pis pour même si ça coûte très cher en perte. Mais donc on ne pouvait pas savoir exactement combien de temps ça allait durer. Ça s'est plutôt accéléré, plus rapidement qu'on pensait. Samedi dernier, il y a eu des assauts russes menés tout azimut le long de toute la ligne de front de ce saillant. Il y a eu notamment un assaut sur lequel il faut parler au conditionnel parce qu'on n'est pas encore certain de tout, mais qui en tout cas s'annonce spectaculaire. Et moi, ce que des sources militaires françaises m'ont dit, c'est que cet assaut russe, c'est celui qui a à minima déstabilisé toute la défense ukrainienne centralisée dans le blast de Souja. Et maintenant, je décris cet assaut. Les Russes, enfin, vous savez, il y avait un gazoduc qui traversait la région de Koursk, qui allait vers l'Ukraine et qui ensuite allait vers l'Europe. Et ce gazoduc, il y a maintenant 6 mois, a été fermé, d'ailleurs à la demande des Ukrainiens, qui ne livrent plus de gaz russe à l'Europe depuis ce gazoduc. Donc ce gazoduc, entre guillemets, il était vide et fermé. Et par ailleurs, ils avaient le contrôle d'une partie de ce gazoduc, puisqu'ils étaient, justement, ils avaient avancé en territoire russe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Russes, plusieurs unités de forces spéciales russes, forces Akhmat des Tchétchènes, des anciens de Wagner, les vétérans au sein des volontaires, etc., pendant 4 jours, ils ont marché à travers le pipeline sur 16 km. Le pipeline, il fait 1,4
mètres de diamètre, donc vous imaginez la chose. Ils ont mis 4 jours dedans à traverser les 16 km. De manière préalable, ils avaient vidé, dégazéifié, entre guillemets, le pipeline. Ils avaient injecté de l'oxygène. Ils ont dû s'organiser parce que ça dure 4 jours, donc le ravitaillement en vivres, en munitions, etc. Les Russes eux-mêmes le reconnaissent, il y a eu des morts dans le pipeline, parce qu'il y avait encore des poches de gaz qui étaient présentes. Et les Russes ont débouché depuis ce pipeline derrière les lignes ukrainiennes, environ 5 km derrière. Alors, les Ukrainiens ont tout de suite dit, ils ont été repérés et ils ont été tapés par des frappes d'artillerie et de drones. Et effectivement, on voit à cet endroit-là des frappes ukrainiennes qui visent des fantassins, et l'endroit a été géolocalisé. C'est bien là où sont sortis les Russes. Sauf qu'après, dans des boucles Telegram ukrainiennes, il a été montré qu'en fait, ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite, et que ces frappes qu'on a vues ont eu lieu 2 à 3 heures après le début de cette opération spéciale, et elles ont plutôt visé la 2e ou la 3e vague d'infanterie. Les Russes, on n'en sait rien si c'est vrai, disent qu'il y a plus de 800 soldats qui ont participé à cet assaut. Combien de pertes, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que ça a créé, parce que ça a été reconnu encore une fois dans des canaux militaires ukrainiens, il y a eu un phénomène de panique des Ukrainiens situés plus à l'est, parce que tout d'un coup, ils se sont retrouvés avec l'ennemi dans le dos. Avec l'ennemi dans le dos, et surtout avec des tirs d'artillerie qui venaient pas du bon endroit. Donc quand ils ont compris ça, évidemment, c'était la panique, puisqu'ils attendaient, ils se préparaient à affronter l'ennemi par devant. Quoi qu'il en soit, la zone où sont sortis les Russes, dès samedi, dès dimanche, on a eu la confirmation informelle, en tout cas moi ça m'a été dit par des sources militaires françaises, que cette zone qui était à proximité d'une forêt, d'une voie de chemin de fer et d'une zone industrielle qui était vraiment dans les faubourgs de la ville de Soudja, qui est la seule ville sous-préfecture de ce saillant ukrainien dans l'oblast de Koursk, et bien que cette zone était tenue par les Russes, et surtout que cette unité liée à l'opération avait fait sa jonction avec le reste des forces russes, qui prouvait que le front au-delà, à l'est, avait rompu complètement. C'était rompu. Et de fait, il y a pas mal de vidéos qui montrent une sorte de convoi ukrainien qui tente de filer vers l'ouest et de revenir se barricader dans la ville de Soudja même. Sauf que à la lisière entre la ville de Soudja et cette zone industrielle dont on parle, il y a une rivière qui s'appelle la Soudja elle-même, et il y avait 2 ponts. Et là, on a d'autres vidéos géolocalisées qui montrent que les fameux drones filoguidés dont je vous parlais s'approchent des 10 ponts, observent que les ponts ont été piégés par les Ukrainiens, c'est-à-dire que en bas des piliers du pont, vous avez des charges d'explosifs qui étaient prêts, mais qui étaient prêtes à exploser en cas de retraite précipitée, mais après que les Ukrainiens se sont retirés, et pour empêcher les Russes d'avancer. Les Russes, ils voient ça, et ils envoient les drones dans les charges d'explosifs ukrainiennes des piliers. Les 2 ponts ont sauté, et donc les forces ukrainiennes qui étaient à l'est de Soudja et qui ont voulu se replier vers l'ouest ont eu le plus grand mal, et c'est un euphémisme, à mener cette manœuvre de repli. Pour l'instant, on n'a pas de décompte précis des pertes matérielles humaines ou du nombre de prisonniers de guerre. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu des pertes conséquentes. Là, je cite le général Olivier Kempf dans son point de situation hebdomadaire. Et donc, si vous voulez, ce sont donc les forteresses ukrainiennes qui se sont effondrées à l'est de Soudja après cette série d'assauts. Et ensuite, on s'était dit, est-ce que les Ukrainiens vont laisser des unités à Soudja même pour tenir la ville le plus longtemps possible? La réponse a été non. C'est-à-dire que dès lundi, la ville est tombée. On a vu des unités russes dans l'est et dans le centre de la ville. Et la ville, hier, elle est tombée. Alors après, il y a toujours des poches de résistance, etc. Mais globalement, Soudja est tombée. Et aujourd'hui sont tombés plusieurs villages qui se situent à l'ouest de la ville de Soudja.
Donc autant dire que le sort de ce saillant est terminé. Maintenant, encore une fois, combien de temps va-t-il résister ? Combien de temps ça va durer encore ? Ça, je ne peux pas vous répondre. Oui, donc on a bien compris comment ça s'était passé, ce qui s'est passé ces derniers jours, en tout cas, et ce qui risque de se passer dans les jours à venir. Avant qu'on parle de l'aspect diplomatique, parce que c'est l'autre sujet qui est très important, on peut quand même revenir sur les autres parties du front. Est-ce que les Russes continuent de grignoter toujours plus dans le Donbass, ou est-ce que, à la faveur de ces derniers jours, ça s'est plutôt stabilisé ? Marginalement, il y a des points où les Russes avancent. Je préfère ne pas en parler parce que ça n'a pas grand intérêt. Il y a une chose qui est importante de voir, c'est que dans le même temps que le saillant ukrainien de Koursk s'effondrait, depuis plusieurs semaines maintenant, les Ukrainiens lancent des contre-attaques dans le Donbass, à Pokrovsk et à Toretsk, avec succès. Non seulement ils ont arrêté les Russes, mais par endroits, ils les repoussent. C'est-à-dire que la ville de Toretsk, que les Russes avaient annoncé conquise il y a quelques semaines, je ne peux plus vous dire la date exacte, mais c'était dans le courant du mois de février. Aujourd'hui, la ville de Toretsk n'est plus contrôlée totalement par les Russes, loin de là. Au contraire, il y a des Russes à l'avant de la ville, et les Ukrainiens ont plutôt réalisé une manœuvre de pince par le nord et par le sud. Donc il y a des vrais succès tactiques ukrainiens. Mais maintenant, il faut se poser la question, pourquoi il y a eu ces succès ? L'une des raisons, c'est qu'il y a eu des rotations ukrainiennes. L'état-major ukrainien a privilégié le Donbass à Koursk. Et les informations que j'ai eues, c'est que ces derniers temps à Koursk, il y avait moins de force qu'au pic de l'offensive. Il y a eu jusqu'à des éléments de 20 brigades ukrainiennes. Il faut imaginer qu'il y a eu jusqu'à 40 000, voire peut-être même 50 000 combattants ukrainiens à un moment donné à Koursk. Donc aujourd'hui, c'était plutôt 15 000. Donc c'était un choix délibéré, finalement. C'était un choix délibéré qui a été plutôt une réussite, mais qui, du coup, rétrospectivement, interroge sur la pertinence, sur le plan stratégique, d'avoir lancé l'offensive de Koursk, qui finalement n'a mené à rien, c'est-à-dire qu'elle ne servira pas de monnaie d'échange dans l'éventualité de négociations, mais qui en revanche a drainé des forces ukrainiennes considérables et notamment d'excellentes troupes, loin du Donbass, là où les Ukrainiens en auraient eu besoin pour tenir le Donbass, où les Russes avancent depuis l'automne 2023, de manière croissante, et là ça s'est globalement stoppé. Sauf que le problème, c'est que maintenant, les Russes qui sont clairement en supériorité numérique à Koursk, ils ont deux possibilités. Soit ils profitent de cet avantage numérique pour continuer vers l'oblast de Soumy, c'est ce dont je vous parlais, c'est en face de Koursk. Soit ils se disent qu'on s'arrête à la frontière ukrainienne, et dans ce cas, ils ont des troupes qui se massent à cet endroit-là et qui sont prêtes et qui peuvent renvoyer dans le Donbass. Donc le risque, c'est que la fenêtre d'opportunité ukrainienne dans le Donbass, vu ces quelques dernières semaines, et qui consiste au fait que des troupes ukrainiennes ont été renvoyées vers le Donbass, cette fenêtre de tir, elle risque de se fermer dans la mesure où les Russes ont des troupes, entre guillemets, en réserve à renvoyer dans le Donbass ailleurs. Et dans tous les cas, les Ukrainiens vont devoir conserver des troupes à Soumy, juste de manière dissuasive, au cas où, pour faire face au cas où les Russes décident d'attaquer Soumy. Donc voilà où on en est sur le plan militaire. Mais tout ça, évidemment, est conditionné à ce qui se passe sur le plan diplomatique. Alors, juste une question avant, parce qu'on a une question dans le chat par rapport à ça. Sur les renseignements militaires, est-ce que l'arrêt, la suspension de l'aide américaine a joué sur la perte de Koursk ? Non, je ne peux pas vous dire non de manière catégorique, mais j'en ai parlé à plusieurs sources militaires qui m'ont dit que non, ça ne colle pas en termes de timing. Les opérations à Koursk étaient préparées. Comme je vous dis, avant l'effondrement, il y a eu toute une manœuvre d'encerclement des axes logistiques. Tout ça a été préparé depuis des mois. Et par ailleurs, on a observé un effondrement à Koursk, mais on n'a pas du tout observé d'effondrement
ailleurs sur la ligne de front. Donc, en tout cas, les informations que j'ai, c'est qu'a priori, ça n'a pas joué défavorablement pour les Ukrainiens, d'autant que la suppression des stocks, des livraisons américaines, elle ne peut pas jouer à court terme, parce que les Ukrainiens, même s'ils sont en flux tendu, ils ont quand même quelques réserves, d'une part. D'autre part, sur la question de la suspension du renseignement américain. Les Américains ont été très flous sur qu'est-ce qu'ils ont suspendu. Ils ont sans aucun doute suspendu pendant quelques jours les renseignements visant à frapper le territoire russe en profondeur. Mais en revanche, le renseignement défensif, c'est-à-dire le renseignement vraiment sur la ligne de front, qui permet de savoir via des satellites ou que sais-je, qu'un assaut se prépare là, qu'il y a une concentration de force à cet endroit-là. Ça c'est pareil. Là, a priori, on n'a aucune confirmation que ça a été arrêté. Alors, vous parliez de l'aspect diplomatique qui est, lui, bien sûr, très important. On a vu récemment Volodymyr Zelensky sur les images. Là, il revenait de Jeddah, justement, en Arabie Saoudite. Vladimir Poutine s'exprimait d'ailleurs hier pour une première fois sur le cessez-le-feu proposé de façon extrêmement floue. On peut le dire ? On peut dire que c'est extrêmement flou, mais c'est une ambiguïté stratégique. Si on ne s'attendait pas à autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? La première étape, c'était en février. On va dire que les Américains et les Russes reprennent langue, sans les Ukrainiens, sans les Européens. Et l'enjeu à ce moment-là, c'était le retour d'un dialogue diplomatique, avec notamment la question des enceintes diplomatiques, rouverture des négociations. Deuxième temps, les Américains et les Ukrainiens discutent. Il y a un bras de fer. Ça part très haut dans les tours. On se souvient de l'altercation avec Trump. Ça marche. C'était particulièrement inélégant. C'est un euphémisme. Mais d'une certaine manière, ça marche. C'est-à-dire que les Ukrainiens reviennent, entre guillemets, à Canossa et disent aux Ukrainiens « OK pour un cessez-le-feu », sans trop de conditions derrière. Donc là, ce qui est sur la table, c'est un cessez-le-feu provisoire de 30 jours. C'est la solution, entre guillemets, américaine. La solution européenne, et notamment française, d'un cessez-le-feu dans les airs et sur la mer, elle n'a pas été retenue. Cette proposition américaine, elle a d'abord été vue avec les Ukrainiens. Ils se sont mis d'accord. Le communiqué était assez court, il n'était pas question de garantie de sécurité, etc. On essaye de le faire le plus vite possible. Et donc, hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu donc Vladimir Poutine qui s'est prononcé. Il était en Biélorussie avec Loukachenko pour parler du rapprochement entre les deux pays. Et tard dans la journée, il prend la parole et il dit « oui, mais ». Et en fait, il y avait 4 possibilités. Il y avait non, non mais, oui mais et oui. De manière assez prévisible, c'est un oui mais. C'est-à-dire qu'il n'a absolument aucun intérêt à dire non ou non mais, parce que ça serait un camouflet pour Donald Trump. Et il veut pas Vladimir Poutine n'en veut pas. Vladimir Poutine, et d'ailleurs les Américains aussi, essayent de voir au-delà de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que pour eux, il y a régler la guerre en Ukraine, mais il y a aussi régler la relation stratégique entre les États-Unis et la Russie. Et donc, c'est très important pour Vladimir Poutine, qui a un certain nombre de demandes, et on est très très loin d'aboutir, parce que c'est des demandes assez maximalistes. Mais donc, il n'a aucun intérêt à être abrupt avec Donald Trump. Donc, il a dit oui, mais. C'est-à-dire oui, mais des réserves. Il y a des questions importantes qui restent à régler. Et donc là, la prochaine étape, c'est que l'émissaire américain Volkov a vu Poutine hier soir très 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 tard. D'après les informations officielles, Poutine a transmis à l'émissaire américain des informations à destination de Trump. Et la prochaine étape, c'est un coup de fil entre Trump et Poutine. Et on ne sait pas exactement quand il aura lieu. On pensait que ça serait aujourd'hui. On n'a franchement aucune garantie que ce soit le cas. Et là, les négociations vont vraiment commencer. Mais vu les réserves indiquées par Donald Trump, le cessez-le-feu provisoire, est-ce qu'il interviendra
immédiatement ou dans les jours qui viennent. On n'a aucune garantie là-dessus. Et puis Vladimir Poutine, au niveau des réserves, c'est que s'il y a un cessez-le-feu, il n'y aura personne pour vérifier ce cessez-le-feu aussi. Alors, en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est la question qu'a posée Poutine, c'est qui va contrôler le cessez-le-feu. Et derrière, ça pose une des grandes questions du règlement du conflit, c'est que les Russes sont catégoriques, ils ne veulent pas de troupes européennes d'interposition sur le territoire ukrainien. C'est un non catégorique. Et Trump, au début, lui, il avait dit à l'Ukraine, il n'y a pas de garantie de sécurité. Oui. Donc de ce point de vue-là, il était plutôt raccord avec Vladimir Poutine. Sauf que les Ukrainiens et les Européens font monter les enchères pour qu'il y ait quand même des garanties de sécurité, alors si possible américaines, et en plus un déploiement de forces d'interposition sur le sol ukrainien après la paix. Sauf que les Européens ne sont pas du tout d'accord entre eux. On sait que les Français sont plutôt en pointe sur cette question-là. Les Polonais ne veulent pas y aller. Pays qui ne veulent pas, notamment les Polonais, les Italiens, etc. Donc voilà où on en est. Il faut attendre ce coup de fil de Poutine. Ce que les Ukrainiens craignent, c'est qu'en fait, Poutine, il a dit oui, mais... Et qu'est-ce qu'il attend ? C'est un cessez-le-feu qui se met en place, qui ne serait pas respecté. Il met la faute sur les Ukrainiens. Trump embraye dans le même discours. Et ça donne, entre guillemets, une raison à Trump et à Vladimir Poutine d'abandonner définitivement les Ukrainiens et de faire la paix malgré eux au-dessus de leur tête. Voilà ce que craignent les Ukrainiens aujourd'hui. Oui, avec ce qui peut se passer effectivement. Un message justement de Donald Trump à l'instant sur son réseau social de Truth Social. Il appelle Poutine à épargner la vie de milliers de soldats ukrainiens sur le front. Oui, alors c'est potentiellement une référence à ce que a dit Poutine hier, puisque vous savez que l'opération qui était lancée à Koursk, dans le droit russe, était une opération antiterroriste. Et donc Poutine hier a été très clair. Il a dit que les prisonniers ukrainiens qui étaient arrêtés dans la région de Koursk seraient considérés comme terroristes. Ça ne serait pas du droit de la guerre, mais ils seraient considérés comme des terroristes. Donc ce n'est pas du tout la même réglementation. Les conventions de Genève ne s'appliquent pas. Donc voilà, ça s'annonce. Donc c'est un des moyens de levier dont dispose Vladimir Poutine. Très bien. Merci beaucoup, Alexis, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour faire un point sur ce conflit, sur la partie diplomatique et aussi d'avoir expliqué ce qui se passait du côté de Koursk, qu'on continuera de suivre, bien sûr. Vous pouvez d'ailleurs suivre tout ce qui se passe sur le site du Figaro en direct. Nous avons un live qui tourne depuis, je crois, au moins un mois, qui n'est toujours pas fini. Merci, en tout cas, de continuer de nous suivre et je vous souhaite une très bonne journée sur le site du Figaro.